Très tôt le matin, les alentours du stade Barea étaient déjà pleins de monde. Ils attendaient avec impatience ce grand jour de prière pour la nation. Les portails ont été ouverts vers 10 heures du matin, les sièges commençaient à être occupés, les animations ont commencé à 12 heures. Vers 14 heures, le stade était rempli de spectateurs, d'autres n'ont même pas pu y entrer. Le vrai spectacle a commencé à l'arrivée du président de la République Andrzej. L'ambiance n'est plus retombée. La prière pour le pays et la foi en un avenir meilleur étaient au rendez-vous. Le show évangélique a duré environ 4 heures et a vu la participation de Rizara Sunjaibe et du groupe Hillsongs France. Cela a marqué le début des festivités dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le tripé pour moi, il y a la croix qui porte le poids, un sauveur à ma place. Il est avec moi dans le Éducation à présent, le tskoun est un jeu commun. Il s'agit de cuisiner dans des petites marmites et un petit réchaud dans la cour. Les enfants mangent ensuite en commun ce qu'ils ont cuit. Le tskoun se pratique particulièrement pendant les périodes de fête, mais actuellement, cette pratique est en passe d'être oubliée. Georgina et Intiak, en classe de 9e, ne connaissent pas ce jeu. Pour elles, c'est une première. Elles l'adorent et en feront de même à la maison. Dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance et pour célébrer la fête nationale, cette école a initié le tskoun. Le but est également d'apprendre aux enfants à cuisiner. La solidarité est aussi une valeur que l'on retrouve chez les enfants qui font du tskoun. À ce titre, ce jeu renforce l'amitié entre les enfants. Dans les actualités sociales, les jeunes font face à de nombreux dangers suite à la propagation des drogues. Pour la cité d'Analamainsi, les parents se sont réunis et ont concocté divers projets pour leur éviter l'addiction à la drogue. Ils ont mis en place un club de sport et de loisirs au sein du Fukutani. D'ailleurs, la cité possède plusieurs infrastructures sportives. Analamen Cité célébrera ses 60 ans d'existence cette année et durant ces 60 années, la solidarité des habitants reste l'objectif. Historiquement, la cité d'Analamains a été l'une des premières cités d'Antananarivo à être construite. C'est le groupement des Fukutani en 1962 qui a présenté la proposition à l'époque. Le taux de positivité à la Covid-19 a augmenté à Madagascar en une semaine. Selon le Dr Fid Barnien, cela est dû à la diminution de l'immunité des citoyens. Il est temps de renforcer nos anticorps, a-t-il poursuivi. Il a également encouragé la vaccination qui est entièrement gratuite et accessible à tous. Par ailleurs, l'utilisation des cache-bouches est encore conseillée, surtout dans les espaces clos. Et en cas de suspicion de la maladie, la consultation médicale est nécessaire. Concernant l'évolution de la situation du coronavirus à Madagascar, 2 nouveaux décès ont été enregistrés la semaine du 11 au 17 juin.
ce qui amène à 1398 le nombre de personnes ayant succombé à cette maladie depuis mars 2020, soit un taux de mortalité de 2,15%. Par ailleurs, sur 5388 tests réalisés, 324 nouveaux cas ont été enregistrés, soit une hausse de 117 cas par rapport à la semaine dernière. 8 patients présentent actuellement des formes graves de la maladie et 127 patients ont recouvré la santé durant cette période. Sur les 324 nouveaux cas recensés, 399 se trouvent dans la région d'Analamang, 4 cas chacun à Anos, Otmatsiach et Urumbe, 3 cas chacun à Tsnanan, Vaknakarach et Tassi, 2 cas à Diana, 1 cas à Vatvav et un autre à Amournimani. Les diverses inaugurations sont le résultat des travaux effectués, la réalisation des engagements du président de la République envers la population malagasy. D'ailleurs, il a encore 1 an pour continuer dans ce sens. L'opposition ne supporte pas cela et fait tout pour stopper le développement. C'est la raison pour laquelle elle complote une concertation politique pour réclamer un gouvernement de coalition, a déclaré le VMF. Par ailleurs, le VMF a appelé le président de la République Andry Rajoelina à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Il a également martelé que chaque ministre devrait suivre le rythme du TGV. L'église METM va étendre la prédication de l'évangile dans la région d'Anjouy, a déclaré son président. Environ 2000 personnes de la région sont également convaincues et vont se tourner vers Dieu. Le premier questeur de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Henry, a pris en charge la nourriture des stagiaires futurs responsables de l'église METM de la région d'Anjouy, une initiative pour laquelle le président du METM l'a remercié. Des soldats venus en nombre patrouillent dans les rues de Quito, la capitale de l'Équateur. Depuis lundi, le pays connaît un mouvement de contestation inédit, initié par la communauté indigène. Sur plus de la moitié du territoire, les routes ont été bloquées. Les manifestations ont parfois dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre, obligeant le gouvernement conservateur à réagir. Je me suis engagé à défendre notre capitale et notre pays. Cela m'oblige à déclarer l'état d'urgence dans les provinces de Pichincha, Imbabura et Cotopaxi dès ce soir à minuit. Conséquence directe, les droits civiques sont suspendus et l'armée peut intervenir sur les territoires concernés. L'origine de cette colère, c'est la hausse des prix, en particulier des denrées alimentaires et du carburant. Les manifestants réclament un encadrement de l'inflation qui mine l'économie du pays. Refus du gouvernement, alors que l'Équateur est un pays producteur de pétrole. En réponse, les manifestants sévèrement touchés par la crise vont poursuivre le mouvement. L'état d'urgence n'est pas une bonne solution, car il entrave les citoyens dans leur droit de demander de l'aide au gouvernement, comme cela a été exigé depuis la hausse des prix du carburant. En une semaine, les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait au moins 83 blessés. Lors d'un rare déplacement hors de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky décore les troupes basées à Odessa. Cette ville portuaire clé du sud du pays est à l'arrêt depuis le blocus russe de la mer Noire. Le chef de l'État s'est aussi rendu à Mykolaïev pour soutenir les troupes sur la ligne de front. Je remercie chacun d'entre vous pour votre travail, votre engagement, pour ce que vous faites en protégeant le pays, chacun d'entre nous et nos familles. Ici, les forces ukrainiennes ont réussi à repousser les assauts ennemis, mais la ville est régulièrement la cible de frappes russes. Vendredi, 2 personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées lors de bombardements. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Lysychansk, dans le Donbass, les attaques sont incessantes. Ses habitants sont en deuil après la mort de leur voisin, tué par une roquette. Il était gravement blessé. On a couru vers lui, il a respiré pendant 2 minutes, puis a rendu son dernier souffle. On n'a rien pu faire. Pour l'heure, les Ukrainiens contrôlent toujours la ville, mais les habitants, eux, évacuent.
La Russie concentre ses frappes sur Lysychansk et Severodonetsk, 2 poches de résistance dans la région de Louhansk. Selon le gouverneur de la région, Moscou envoie un grand nombre de réservistes vers Severodonetsk depuis d'autres zones de combat pour assujettir entièrement la ville, dont la plupart est déjà sous contrôle des forces russes. Je me trouve devant Corferias, qui est le centre des expositions de Bogota, effectivement le plus grand bureau de vote du pays. Et depuis 8 heures ce matin, ce qu'on peut voir, c'est un défilé continu de personnes qui entrent, vous le voyez derrière moi, dans ce centre, ce parc des expositions. Ils entrent religieusement, dirait-on, voter d'un pas pressé, on les voit ici. Et donc il semble que la participation serait bonne dans la capitale. En Colombie, souvent, elle dépasse, la plupart du temps, elle dépasse les 50%, l'abstention, dépasse les 50%. Mais aujourd'hui, en tout cas, à Bogota, on voit beaucoup d'intérêt pour voter, pour l'issue de cette élection. Alors, quelques chiffres, ils sont 39 millions de Colombiens à voter aujourd'hui. Ils élisent leur prochain président pour 4 ans. Et l'atmosphère est assez tendue à l'image de la campagne électorale qui a été à couteau tiré entre les 2 candidats, les 2 finalistes, Gustavo Petro pour la gauche et Rodolfo Hernández pour la droite. D'un côté, Gustavo Petro, qui représente la gauche et qui a réussi à unir autour de lui une vaste coalition qui va du centre jusqu'à l'extrême gauche. Gustavo Petro propose des réformes pour que la Colombie aille vers une social-démocratie, on pourrait le définir comme social-démocrate. Il propose des réformes économiques. Il serait d'ailleurs conseillé par l'économiste français Thomas Piketty. Il propose également de réformer le système de santé, d'éducation. Donc ce serait un changement profond en Colombie. Gustavo Petro est candidat pour la 3e fois en Colombie et cette fois-ci, il n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Face à lui, un adversaire surprise, un rival inattendu à ce 2e tour, puisque Rodolfo Hernández, un millionnaire qui a fait fortune dans l'immobilier, est parvenu à se hisser au 2e tour. Il n'était pas du tout attendu. Le candidat de la droite traditionnelle a été éliminé. C'est Rodolfo Hernández, donc un magnat de l'immobilier qui est candidat face à Gustavo Petro. Rodolfo Hernández s'est illustré pour son excentricité dans cette campagne. Il n'a pas vraiment de programme. Il a des propositions à l'emporte-pièce souvent populistes, comme par exemple le fait que tous les Colombiens avec lui connaîtraient la mer. Et il propose aussi de diriger le pays comme une entreprise, ce qui suscite pas mal d'inquiétudes au sein d'une partie de la société. Ceci dit, donc le scrutin pourrait être serré entre les 2 candidats et aujourd'hui, nul n'est capable de prédire l'issue du scrutin, l'issue de cette journée, donc qui sera le prochain président en Colombie.